Un jour, un de mes proches, qui était un petit enfant, enfin, d'une dizaine d'années, devait faire une rédaction sur le sujet « Pourquoi lire ?» Évidemment, comme il était très paresseux, il m'a demandé « Pourquoi tu lis ?» Et la réponse qui m'est sortie immédiatement, sans réfléchir, et qui n'a pas dû lui servir beaucoup, comme je le souhaitais, c'est « Je lis pour savoir ce que je pense à mon insu ». Mais oui, vous vous souvenez, enfin ce matin quelqu'un a cité une phrase de Proust, enfin une idée de Proust qui aurait voulu que, après l'avoir lu, on devienne lecteur de nous-mêmes. C'est joli. En fait, son fantasme était plus précis que ça encore. Il aurait voulu que les lecteurs, lisant ces mots à lui disent « c'est tout à fait ça ». Autrement dit, lui fait revivre sa vie, sa recherche du temps, perdu ou pas. Il fait vivre cette société qui fut la sienne. En passant, il en dit beaucoup sur ce que ça éveille en lui quand il essaye de le transmettre. Et il voudrait que nous, lisant cela, on dise c'est exactement ce qui se passe en nous. C'est extraordinaire. Je pense que ça n'arrive qu'au prix d'un transfert préalable de quelqu'un qui se serait déjà coulé dans le texte et la prose de Proust, qui s'y retrouverait si bien, qui se trouverait si bien dans ce monde-là, qu'il se dirait qu'il s'y retrouve, au-delà des identifications partielles, et qui dirait c'est merveilleux, c'est tout à fait ça. Il authentifierait la justesse, non pas forcément de sa réalité vécue, mais de la réalité sur laquelle il a transféré la sienne. Je me suis trouvé à dire un jour à un Proustien que la description d'un parc dans la recherche était vraiment magnifique, comme une fresque sur un mur qui entourerait le parc et rendrait inutile d'y entrer. Bon, c'est un transfert parmi d'autres. Quand j'ai dit à cet enfant que je lis pour savoir ce que je pense, ça n'est pas si loin de ce projet proustien, mais c'est un petit peu transversal. C'est qu'en effet, je lis pour assister à aux éclats que détache dans ma mémoire ce marteau-piqueur que peut être un livre. Je vous renvoie à une phrase de Kafka qui aspirait à un livre qui briserait comme avec une hache la mer en nous gelée. La mer, M-E-R. Et donc, quand ça brise ces choses gelées ou simplement en attente, d'autres éclats apparaissent qui sont surprenants, qui ne sont pas seulement des éléments de la mémoire du rappel,
Mais oui, ça me rappelle ce temps, etc. Mais qui sont de l'ordre de la mémoire de l'appel, c'est-à-dire de ces éléments dans notre psyché qui ne rappellent rien, mais qui appellent à quelque chose, qui appellent peut-être à ce qu'on existe un peu plus à soi-même. C'est vrai que c'est un hasard si cet enjeu d'exister est mon tout dernier livre, et je viens de voir sur la couverture, que j'ai déjà un peu oubliée, j'ai mis une œuvre d'art que j'aime bien, une échelle que m'a offerte un ami sculpteur. Elle est en métal et elle a tout un montant bétonné à gauche, le même à droite. L'un est peint en bleu et l'autre en couleur de terre, argile. Et j'ai trouvé cette image géniale parce que il a pris l'histoire de l'échelle de Jacob dans la Bible. Vous savez, l'échelle entre la terre et le ciel, avec des anges qui montent et qui descendent. Et il en a fait une échelle qui part de nulle part, qui arrive on ne sait pas où, mais qui, à chaque marche, fait en sorte que vous êtes à tout moment entre la terre et le ciel. Ça pourrait être un petit modèle de la lecture. Vous êtes entre deux dans cette lecture, entre la réalité qui est la vôtre et l'autre, qu'elle soit sublimée, céleste ou radicalement différente, si différente qu'elle vous transmet le signifiant ou le symbole de la différence et qui suffit parfois à vous alléger, à vous faire respirer. Parce que lorsqu'on est accablé, déprimé ou pas, on est identique à soi. Et si on reçoit le premier germe de symbolicité qui est une différence, a fortiori si on reçoit tout un entre-deux, quel don, quelle respiration. Et bien sûr, je lis comme tout le monde pour être un peu inspiré, c'est-à-dire recevoir un souffle qui vous amène un air venu d'ailleurs. Et je pense et qui vous rappelle évidemment que cet air lointain, comme une musique encore silencieuse, vous en avez en vous une présence sous la forme de votre propre respiration, de vos propres aspirations. Et donc, je verrai cette valeur thérapeutique du récit dans un sens un peu différent de ce qui se dit d'ordinaire. Bien sûr, il y a le jeu de l'identification, désidentification. Ce n'est pas rien de pouvoir s'identifier et de pouvoir suivre ce trajet jusqu'au moment complémentaire de le lâcher et de se désidentifier. Et je pense profondément que la valeur, et là j'analyserai chacun de ces mots, la valeur thérapeutique du récit, du narratif, de l'histoire qu'on lit, de l'histoire qu'on entend lire, c'est quelque chose d'à la fois primaire et élaboré. Je dirais que ce que ça transmet de plus fort, c'est la sensation d'être porté. Porté. Ça doit renvoyer à ce que les psys anglais appelaient le holding, même si ça a donné
des holdings. Voilà. Mais bon, des holdings d'ailleurs qui tiennent les sous, dont on a vu ce que ça a donné. Mais bon, si, c'est pas si loin de ce qu'on va dire, parce que ce sentiment d'être porté est quelque chose qui manque à plusieurs niveaux. Bien sûr, un enfant qui n'a pas été porté, il est dans la détresse absolue. S'il n'a pas été porté, pris, enlacé, avec ce sentiment d'allègement que peut avoir un tout petit lorsqu'on le porte. Et parfois il exige d'être porté pour se rappeler cet allègement toujours possible, cette légèreté de l'être qui déjà lui pèse. Mais être porté, on pourrait dire aussi porté par le temps. J'ai entendu une citation de Ricoeur, le récit, c'est le gardien du temps. Et moi je dirais plutôt le récit, c'est le témoin du temps. Il témoigne qu'il y a du temps, mais c'est d'emblée un double temps. Il y a le temps chronologique, le récit, voilà, et tous les artistes jouent avec, savent très bien enfiler un temps qui se suit pour le renouer sur l'origine, refaire un autre nœud pour donner une complexité, pour que ça tienne et que ça puisse justement porter le sac de notre psyché qu'on y accroche. Mais il y a aussi l'autre temps, qui n'est pas seulement chronos, qui n'est pas seulement le temps linéaire, même s'il est circulaire, c'est toujours une ligne, qui est le temps de l'être. Les Grecs l'appelaient l'aion, et le temps qui est la manifestation même de l'être au monde. Héraclite disait, le temps, ce temps-là, l'aion, c'est un enfant qui joue à déplacer les pièces de son jeu. Et lui-même est une pièce de ce jeu. Et il conclut, à l'enfant, la souveraineté. Ça veut dire que on a beau dire, on a beau lire, on a beau lier, délier, parce que lire, c'est pas évident. Être lecteur de soi, ça n'est pas évident. Si c'était si simple, les gens seraient déjà un petit peu lecteurs de leurs rêves. Or, ils sont en général pressés de refermer le courrier qu'ils ont reçu la nuit et de ne pas le déchiffrer, alors que ce serait une lecture très saine. Eh bien, on a beau lire, c'est l'enfant, c'est l'enfantin, c'est l'inconscient, c'est le primaire qui en nous l'emportera. Et donc, ça nous donne ce double temps. Ça peut nous donner l'amour du double sens, du sens évident et du sens caché, du sens second. En fait, si je poursuis l'exploration de ce don, je dirais que toute fiction nous offre sur un plateau comme un rêve immense où prendre part et à pouvoir déchiffrer. Tout comme on déchiffre, tout comme on interprète les rêves en analyse ou en psychothérapie. Dans la bonne école de Freud, à savoir, on prend un élément qui nous a frappé, qui nous a atteint, et on associe autour des tas de choses, et on en prend un autre, on associe autour, et on croit qu'on a interprété. Mais c'est pas ça. L'interprétation, c'est lorsqu'on a fait cette efflorescence de chaque germe, c'est d'oser faire ce qu'on appelle des traversées, des sections, des trajets qui passent par chacun de ces bouquets. Autrement dit, il faut oser l'interprétation, il faut oser. Et tous les
thérapeutes, psychanalystes, psychopédagogues, etc., que j'ai eu à aider, à superviser, à soutenir, butent sur ce moment où il faut oser dire ce qui leur est venu à partir de ce rêve, de cette séance, de ce livre, de ce texte, de cette texture qui s'est déployée devant eux, à charge pour eux d'en recevoir l'après-coup, le contre-coup. La plupart disent, vous savez, je crois que j'ai fait une bêtise, et j'ai pu toujours leur montrer que la bêtise était de croire que c'en était une. C'est-à-dire de décrocher, de ne pas prendre la suite, de ne pas respecter ce qui leur est venu comme une parole aussi forte que celle qui leur a été donnée. Et c'est évidemment dans cet entre-deux que se construit ce tiers que certains ont déifié, pourquoi pas, les religions, les histoires religieuses, c'est pas mal. La Bible est une sacrée fiction qui a voyagé sur des millénaires avec des variantes, des embranchements, bien sûr, des OPA, des confiscations faites par telle ou telle secte, mais quelle merveilleuse fiction qui, quand on la lit, vous porte à interpréter, vous porte par ce sentiment que justement, on est un peu pris en charge, on est porté. Quand j'ai écrit les lectures bibliques, mes lectures bibliques, qui ne sont ni religieuses ni anti-religieuses, j'ai montré qu'un texte comme les 10 paroles, vous savez, les tables de la loi, c'est un texte formidable. Non pas tant ou non pas seulement par son contenu. Encore que dire respecte tes parents, ça va t'alléger, en somme. Donne-leur du poids, sinon c'est toi qui vas porter ce poids. Bon, reconnais-leur une histoire, un récit qui est le leur, etc. Il y a plein de paroles très fortes. Mais la vraie valeur est énonciative. Vous lisez ça, dites ne convoite pas. D'abord, vous apprenez que tout le monde convoite, puisqu'on dit ne convoite pas. Bon, c'est déjà une info qui a sa valeur. Mais vous apprenez surtout que il est dit quelque part qu'il vaut mieux pas. Hein? On le sait que vous convoitez. On sait même que c'est un très bon stimulant, la convoitise. Que sans elle, sans la jalousie, on serait des larves à se traîner comme ça, sans motivation. C'est bien parce qu'on a été énervé par telle ou agacé par telle prouesse qu'on se dresse. Et donc, on dit, ouais, c'est bien, mais sachez qu'il est écrit quelque part que non. Et c'est une façon de vous prendre en charge. Parce qu'à partir de là, vous pouvez convoiter librement. En sachant qu'il y a tout de même certaines limites. Donc les limites, elles se présentent comme jouables, franchissables, respectables, mais aussi traversables. Et donc, il y a cette transmission dans la fiction, cette transmission de la vie du temps, que le temps est vivant, que entre ces deux temps, le temps du rappel et le temps de l'appel, le temps que j'appelle parfois objet-temps. Il y a des objets qui sont porteurs de temps. C'est différent de la durée. Et les objets-temps, ça a donné par ailleurs ce qu'on appelle le transfert. Un transfert, c'est un objet porteur de temps. Que ce soit la silhouette du psychanalyste, une partie de ses propos, un livre, un objet d'art, un objet familier qui rappelle des choses, mais dont l'existence témoigne pour le temps. Que le temps est là et que vous allez pouvoir vous affronter à un problème
très complexe et très simple, qui est de savoir prendre le temps. Prendre le temps, le prélever dans la masse énorme du temps disponible, qui est différent du temps des grilles, des emplois du temps. Et donc, c'est un don fabuleux que nous transmet la fiction. Je dois aussi témoigner à titre personnel que certaines fictions m'ont donné à penser d'une manière qui a changé mon parcours. Lorsqu'un jour je me suis décidé à lire Kafka, que j'avais lu autrefois enfant à Marrakech, que j'ai quitté à 13 ans, et là, comme il n'y avait personne pour me conseiller, je lisais Les Trois Mousquetaires, Kafka, Montesquieu et la revue Nous Deux. C'était très chaotique. Mais quand j'ai décidé de le relire, j'ai vu que c'était d'abord loin d'être aussi sinistre qu'on le disait, que c'était drôle. En fait, c'était grotesque, comique. Mais surtout, ça m'a transmis quelque chose que j'ai élaboré dans cette notion de l'entre-deux. Parce que l'écriture de Kafka, relisez ses romans, Le Château, Le Procès, c'est des fictions, bien sûr, mais qui se passent constamment dans l'entrechoc entre rêve et réalité. On dirait que la réalité va se faire rêver et que les rêves vont se faire réaliser ou expliciter. Et vous êtes pris dans ce va-et-vient, dans cet entre-deux. Très peu de fictions vous transmettent cela. Parce qu'il a été analysé d'ordinaire dans l'effet des fictions, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Les romans qu'on a évoqués, Harry Potter ou d'autres, font jouir chacun au niveau où il en est et font jouir l'analyste en lui offrant d'y appliquer ses concepts. Est-ce que c'est à ce niveau-là que ça capte les lecteurs? Je ne suis pas sûr. Prenez des films connus, les ch'tis, les ch'tis. Qui a eu plus de succès que ça, à part le Titanic? Eh bien, à quel niveau ça a fait jouir le public? Bien, très souvent, c'est au niveau identificatoire, désidentificatoire. Or, il y a des niveaux souterrains qui relèvent d'une transmission d'existence. Ça existe, ça, cette langue. Et là, les choses prennent une ampleur étrange. On vous transmet un petit bout d'être, un petit bout d'existence qui va peut-être féconder votre propre enjeu d'exister que vous n'avez pas toujours l'occasion de fréquenter. Certains théoriciens de la fiction ont soutenu que le but était d'obtenir, de cerner à travers une fiction vos signifiants ultimes, les final narratives, disent les théoriciens anglo-saxons de la chose. Autrement dit, si on pouvait, ça aussi c'est un projet, si on pouvait recueillir d'une lecture nos symboles fondamentaux, d'autres diraient des archétypes dans leur langage, mais nos réactions premières, nos positions énonciatives majeures, eh bien, on aurait reçu de la fiction le maximum de ce qu'elle peut donner, à savoir, non seulement tu peux vivre, tu peux parler, mais ne sois pas dupe de
ton énoncé, car juste à côté de toi, des énonciations, des postures radicalement différentes existent et sont vivantes. Bien sûr, la fiction transmet une certaine contention narcissique, s'enfermer avec un livre, pouvoir sortir de soi, plonger dans le livre qui est déjà devenu une part de soi, puisqu'on le dévore et qu'on se l'assimile, pour rentrer en soi. C'est une gymnastique narcissique qui n'est pas propre à la fiction. Lorsque nous fréquentons une œuvre d'art, elle nous donne généralement non seulement cela, pouvoir sortir de nous, la regarder, rêver, fantasmer. Elle nous donne la possibilité du fantasme en tant que première approche, première fréquentation de l'inconscient. Elle ne nous donne pas seulement ça, elle nous donne, surtout quand elle relève de l'art contemporain, elle nous transmet la faille narcissique plutôt que la complétude narcissique. Elle nous transmet la faille que l'artiste a dû supporter pour essayer de ramasser les morceaux et faire passer cette faille inéluctable, intrinsèque à l'humain, dans quelque chose qui fait exister ce qui n'existait pas avant. C'est ça la création, c'est faire être ce qui était soit enfoui, soit totalement dans le néant. Et il nous transmet cette faille avec peut-être l'espoir qu'on le rencontre autour de cet abîme qui fut le sien et qu'on vienne consentir avec lui à cette cassure, cet entre-deux entre les deux barres de l'échelle, cette cassure qui nous fait vivre, mais que libre à nous de rêver de combler. Il y a un art purement narcissique du comblement, de la reconnaissance. On regarde comme dans un miroir. D'ailleurs, Proust, dans cette citation que je vous ai faite, parle de miroir. Il dit « J'aurais aimé que mon texte, il le dit en substance, que mon texte soit comme un miroir pour le lecteur. » Et aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, et ce qui nous nourrit davantage, ce sont plutôt les miroirs brisés. Parce que notre miroir a toujours été brisé. Et qu'on essaye de ramasser des réalités différentes pour accéder à quelque chose qui est infiniment précieux, qu'il existe des réalités différentes, que nous avons droit à des réalités différentes, que dans l'acte thérapeutique, ce que nous arrivons à obtenir des sujets, ce n'est pas seulement de lancer un point d'ancrage, une corde pour s'ancrer un peu dans la réalité de tout le monde commune et pouvoir communiquer, comme on dit, mais c'est d'assumer sa réalité à lui ou à elle comme étant impérativement vivable, comme étant sa vie même telle que si il ne la vit pas, elle va rester à l'abandon. Et je reviens donc à ma réponse à ce petit gamin, car elle fut plus longue. Je lui ai dit, je lis pour savoir ce que je pense et que j'ai oublié, ou dont je ne me doute pas. Comme il était malin, il dit, et pourquoi tu écris ? J'ai dit, j'écris pour faire vivre les pensées qui me viennent. Que si je les écris pas, elles vont s'épuiser, elles vont devenir mortes. Et je vais devoir porter des pensées mortes. Et c'est très mauvais. Et donc,
instinctivement, j'ai relié l'acte de lire à l'acte d'écrire. On lit en fait pour élargir ses capacités inscriptives. Qu'on inscrive ça sur le papier, dans sa parole ou dans sa vie. On lit pour que nos capacités inscriptives aillent rejoindre le fond infini d'écriture où l'on peut puiser de quoi écrire, de quoi inscrire. Si on est psychotique, de quoi inscrire ce qui peut réparer notre nom. Mais notre nom, ça n'est que notre façon d'appeler ou d'être appelé. Donc on lit pour faire vivre nos points d'accrochage à ce que j'appelle des appels d'être. C'est-à-dire précisément ce qui est au-delà des rappels, au-delà des souvenirs. Vous savez, l'image freudienne de s'allonger et d'associer, et que ça nous fait remonter à travers des associations vers le point traumatique, sur lequel, si la parole du thérapeute est placée, ça va nous faire du bien. C'était un schéma de départ. Comme vous le savez, il ne fonctionne pas de façon automatique. On s'aperçoit qu'en remontant le long de ces rappels, on tombe sur des brins de vie, des mots, des images, des gestes qui n'ont sans doute jamais eu lieu, mais qui attendaient là pour qu'on les frôle et qu'ils puissent avoir lieu comme un appel de nouveauté, comme des souvenirs d'avenir, de ce qui ne s'est pas encore passé. Et bien sûr, dans cette dynamique, c'est la passation qui importe, la passation d'être. Évidemment que le dialogue et le dialogue thérapeutique et l'initiative du thérapeute est essentielle pour qu'il y ait cette passation, pour qu'il se passe quelque chose. Mais je vous fais remarquer que cette capacité de dialogue qui est essentielle, souvent le thérapeute s'imagine, il va lancer la parole éclairante comme une fusée dans la nuit et ça va être merveilleux. Non, c'est un vrai dialogue où il s'implique à un double niveau. Et je vais vous raconter une anecdote, là ça concerne non pas les enfants mais les vieux, les Alzheimer. J'étais à la montagne il y a peu de temps et je marchais, je grimpais avec un ami, donc on haltait et puis on parlait en même temps, donc c'était, voilà, c'est un peu saccadé. Et soudain, c'était un peu raide, donc c'était le silence. Et comme ça continue à tourner, là je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je lui ai dit, là, tout à l'heure? Et je ne trouvais plus. J'avais oublié ce que je lui avais dit. Et ça m'embêtait. Je me dis, ben voilà, ton Alzheimer, il approche. Hein. Et soudain, j'ai posé la question suivante. J'ai dit, qu'est-ce qu'il m'a répondu quand je lui ai dit ce que je ne sais plus que je lui ai dit? Et là, sa voix s'est fait entendre. Et je me suis dit, voilà, c'est essentiel. Et évidemment, ça m'a rappelé ce que je lui ai dit, les circonstances, etc. Et je me suis dit, mais voilà, ceux qu'on appelle souvent les Alzheimer, on les dit, oui, il faut vraiment exciter leur mémoire. Mais c'est un dialogue. Ça veut dire que souvent, les gens sombrent dans leur manque de rappel parce qu'on ne les a pas appelés. Donc c'est une dynamique d'appel et de rappel. Et c'est évident que la fiction et le texte a un rôle magnifique là-dedans, et souvent des fictions qui tiennent à pas grand-chose. Ulysse de Joyce, c'est une merveille, où il se passe à peu près rien sur 500 pages. Oui, mais c'est pas du nouveau roman, c'est vivant intégralement à chaque morceau, à chaque maillon de la texture.
Voilà. Et j'ajouterai juste deux petites choses sur le c'est ça. Le c'est ça, c'est ce qui m'a servi un jour à théoriser ce qu'on appelle le coup de foudre. Le coup de foudre, la rencontre amoureuse, c'est justement quand les deux disent c'est ça en même temps, alors qu'un texte n'est pas écrit. Et en général, ils passent le reste de la rencontre à montrer qu'en fait, ils se connaissaient un peu avant, mais qu'ils ne le savaient pas, etc., pour rétablir un texte auquel ils puissent dire c'est ça. Merci.